bienvenue à ces numéros de plateau spécial pour échanger autour de la qualité en République démocratique du Congo. La qualité et la hauteur de plateau spécial passent ces jours par l'opinion, les analyses de mon invité qui est déjà sur ce plateau. Il s'agit de Maître Christophe Kadiata. Maître Christophe Kadiata, bienvenue à vous. Merci, monsieur le journaliste, pour l'invitation. Oui, le plaisir est partagé. Ça fait un long moment que nous avons été... trop pris d'ailleurs. Absolument, avec la campagne électorale qui pointe à l'horizon, nous nous préparons pour débuter comme tous les candidats. Vous êtes sans oublier que nous sommes candidats à Moamba aux élections, aux législatives nationales. Donc nous nous préparons notre candidature et vous savez ce que ça demande en termes de temps. Pratiquement tous les temps. Voilà, absolument. Alors sur ce plateau également, nous attendons M. Ferdinand Inuga, avec qui nous allons également échanger autour de l'actualité en République démocratique du Congo. Vous le savez, madame, monsieur, oui, l'actualité. Cet acte de tribalisme à Malemba-Nkulu, malheureusement, ce tribalisme qui refait surface, vous l'avez certainement appris, que l'administrateur du territoire de Malemba-Nkulu, justement dans la province de Lomami, ainsi que des notables de cette entité ont appelé au calme le jeune de Malemba Centre après les représailles suite à la mort d'un motard. Des ressortissants kassaïens à Port-Abri ont été tués dans cette partie du territoire, leurs femmes violées et leurs maisons malheureusement envahies. Dimanche 12 à lundi 13 novembre, par les jeunes du Malemba Centre, dans la province du Haut-Lomami, je l'ai dit, selon des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. On en parle au cours de ces plateaux spéciaux. Un plateau spécial également sur les cadres de concertation avec la Commission électorale nationale indépendante qui a réuni le candidat à la présidentielle de 2023. Les déshydratats des uns et des autres ont été soulevés. Nous en parlons au cours de ces plateaux spéciaux que nous n'allons pas terminer sans revenir sur les discours du chef de l'État, les discours sur l'état de la nation prononcés par Félix-Antoine Tshisekedi. C'était hier au Palais du Peuple. Encore une fois, bienvenue madame et monsieur. Et donc, monsieur Kadiata, on va parler de cette situation malheureuse à Malemba-Nkulu. Je vous vois d'ailleurs triste. Cette situation malheureuse à Malemba-Nkulu, vous l'avez appris et je l'ai dit tantôt, selon plusieurs sources, j'allais dire, tout a commencé après la découverte du corps sans vie d'un jeune motocycliste de Malemba-Nkulu. La victime aurait été tuée par deux personnes supposées être d'origine kassaïenne, et qui ont aussi emporté sa moto. Triste nouvelle quand même, hein, Maître Kadiata. Le tribalisme qui refait surface. Monsieur Eddy, comme vous pouvez le remarquer, je suis habillé en chemise noire, sans cravate. C'est parce que je suis triste. Le Congo est une fois de plus endeuillé parce que les compatriotes ont perdu la vie sans cause, sans motif valable. Monsieur Eddy, dans ces pays, nous devons tout faire pour arriver à faire comprendre au peuple congolais qu'il n'est pas normal qu'un Congolais soit traité parce qu'il appartient à telle ou telle autre tribu. Ce que les Kassaïens sont en train de vivre au Congo est comparable à ce que les Juifs ont vécu en Europe. Allez, il ne faut pas non plus exagérer. Il ne s'agit pas de parler du Congo dans l'ensemble. Je n'exagère pas, monsieur Eddy. Ici, c'est Malemba-Nkulu. Oui. Hier, c'était Kikwit. Avant-hier, c'était Lubumbashi, au Katanga. Et donc, le peuple Luba est traité au Congo comme un peuple étranger. Ça, ce n'est pas normal.
c'est une situation qu'il faut dénoncer et il faut que les autorités du pays agissent et agissent fortement pour décourager... Oui, il faudrait décourager le tribalisme dans son ensemble, pas seulement contre une tribu. Hein. Ici, le peuple kassaïen ne subit plus le tribalisme, mais il y a une xénophobie, il y a une loubophobie. Donc, un Moulouba, c'est quelqu'un à abattre. Regardez ce qui s'est passé après la proclamation des résultats de la présidentielle 2018 à Kikwit et dans d'autres villes de Bandundu et même dans une partie du Congo central. Et donc, c'est inacceptable. Nous dénonçons énergiquement cette façon de voir les choses. Nous sommes un seul peuple, nous sommes Congolais, que les Luba s'installent à Goma, qu'ils s'installent à Bukavu, qu'ils s'installent au Congo central, il est au Congo, il est dans son pays et il en a le droit. Et vous pouvez entendre dans les vidéos qui sont balancées dans les réseaux sociaux comment est-ce que les jeunes de Malembankulu, originaires de Malembankulu, ne cessent de dire « rentrez chez vous ». C'est comme si le peuple Luba était à l'étranger chez autrui et que il serait obligé de rentrer chez lui dans un autre pays, on ne sait où. Et donc, cette situation doit être dénoncée et les autorités du pays doivent agir avec force pour décourager ces actes. Les autorités, les notables qui ont appelé les jeunes au calme. Ça ne suffit pas parce que maintenant, il faut sanctionner sévèrement les auteurs de ces actes. Parce que ces actes viennent déstabiliser tout un pays, parce que ça vient toucher à la cohésion nationale que nous avons besoin pour avancer en tant que peuple, en tant que nation. Et donc, il faut décourager en sanctionnant sévèrement ces gens, en les arrêtant, en les faisant condamner. Alors, on dit ici que pour manifester leur mécontentement, après qu'il y ait eu décès de ces motards, les jeunes de Malemba Centre ont décidé de venger, je souligne venger, les leurs en s'attaquant aux ressortissants kassaïens. La Constitution et les lois du pays interdit à l'homme de se faire justice. N'est-ce pas? Vous êtes justement avocat. Et puis, non seulement les lois interdisent de se faire justice, parce qu'il faut toujours recourir à l'autorité investie, mais aussi, ici, on découvre un corps sans vie, mais sans savoir qui sont les vrais auteurs de cet acte-là. Mais directement, on déduit, on fait un raisonnement par déduction et on attribue l'acte aux ressortissants du Kasaï et on commence à les pourchasser. Et donc, c'est inacceptable. Nous pensons que le gouvernement doit mettre tout en œuvre pour essayer de décourager ces gens qui touchent à la cohésion nationale et qui déstabilisent le pays. Voilà. Alors, ceci nous amène quand même à dire que c'est un acte odieux qui survient, n'est-ce pas, Maître Kadiata, à l'aube des élections. Ça peut également influencer ce processus, j'allais dire, cet acte qui devrait amener le Congolais à aller voter. On risque de constater qu'une certaine catégorie de Congolais ait peur de se manifester, notamment dans cette partie du territoire. Voilà, c'est ça, c'est pourquoi j'ai toujours dit, ces actes ont toujours des auteurs intellectuels. Parce que nous avons des politiciens inconscients. La plupart de nos politiciens ne prennent pas conscience du fait que le pouvoir pour le pouvoir ne sert à rien. Il faut qu'un pouvoir puisse être en mesure de rendre son peuple fier. Et donc, les opposants et d'autres autorités profitent des amours de certains. Oui, vous voulez parler d'autres personnalités. Oui, profitent de ces désamours-là dans la population pour instrumentaliser ces attaques au peuple Luba sans motif valable et tout ça pour pousser les gens à cacher leurs appartenances à la fois tribalo-ethniques, mais aussi à ne pas manifester leur soutien à un candidat aux élections. C'est de cela qu'il est question
Donc en Malemankoulou, vous irez, les Kassaïens auront du mal à manifester leur position par rapport aux élections qui viennent. Et donc c'est très malheureux qu'un pays qui est supposé être démocratique puisse avoir les gens qui fonctionnent. Alors quand vous dites supposé être démocratique, on va dire plutôt qu'il est démocratique lorsque on se rappellera que le candidat président de la République se sont retrouvés dans le cadre de concertation de la Commission électorale nationale indépendante où on a dit que finalement les différents candidats n'ont pas eu leur langue dans la poche pour, on va dire, d'une certaine manière, parler d'une manière forte à Denis Kadima. C'est aussi ça un acte qui démontre la démocratie en RDC. Bon, M. Eddy, les concertations organisées par la CENI, parce que c'est la CENI qui a organisé ces concertations, c'est pour garantir des élections transparentes, inclusives et apaisées. Les élections du 20 décembre. Et donc la CENI a organisé ces concertations pour que chacun s'exprime, mais s'exprime dans le respect des autres, s'exprime pour dire qu'est-ce qui ne va pas, quels sont les points où il y a des problèmes, qui posent problème, pour que la CENI puisse s'améliorer, afin de garantir cette élection apaisée qu'on a besoin. Mais justement, dans cette liberté, acceptez que je revienne sur Martin Fayoulou qui disait « Parcourant la cartographie des bureaux de vote et la liste physique provisoire des électeurs, Martin Fayoulou n'a pas hésité de dénoncer les plans mis en place, un plan mis en place autour de Denis Kadima pour une fraude électorale en faveur d'un camp politique. » Et lui, il entrevoit déjà ces... Martin Fayoulou a dit un certain nombre de choses qui peuvent être, qu'on peut comprendre, n'est-ce pas, qui sont compréhensibles, mais les temps et la façon de les dire n'a pas été catholique, n'a pas été courtois. Donc, il n'a pas été respectueux envers les autres, notamment envers le président de la CENI, qui l'a taxé de tous les noms, qui l'a accusé de tout, sans aucune preuve valable. Et donc, en fonctionnant ainsi, Martin Fayoulou ne nous donne pas un bon exemple. Parce qu'on a besoin que les politiciens soient l'exemple, puissent nous montrer l'exemple de la façon dont on peut parler aux autres, de la façon dont on peut traiter l'autre. Mais son langage brut, agressif, envers le président de la CENI, ça n'a pas été une bonne façon de dire les choses. Seulement, il a dit, je vous dis, au fond, tout ce que Martin Fayoulou est en train de dire, il le dit de manière vague, de manière généralisée. Il ne relève pas un cas précis où on peut retrouver cette remarque ou cette reproche qu'il est en train de faire à la CENI. Et donc, il parle de manière vague, comme le président de la CENI lui a rétorqué, et Martin Fayoulou est allé, non pas pour essayer d'entrer dans cette logique de concertation, en vue de relever les points faibles et les points qui nécessitent amélioration. Mais il est allé... Martin Fayoulou dit avoir constaté plusieurs irrégularités tout au long de ces processus qui justifient sa prise de position contre la centrale électorale qui, selon lui, ne tient pas à l'organisation d'un scrutin crédible. Ça, ce sont des accusations infondées. Oui. Ce sont des accusations infondées de la part d'un candidat malheureux en 2018 qui n'a jamais, qui ne s'est jamais défait de son échec, oui. Et donc qui continue un peu dans cet élan-là de se victimiser, de toujours chercher à justifier son échec. Et donc, je pense que Martin Fayoulou ne dit pas des choses qui sont vérifiables. Il dit des choses de manière vague, il les dit de manière généralisée, et donc il s'attaque justement à la personne de Kadima sans trouver les motifs
fondé, les motifs valables. Il parle notamment de ces cartes dont on ne voit plus assez le visage ni même l'identité. Il parle de duplicata qui sont délivrés même à des personnes qu'on n'a pas retrouvé de nom dans les différentes machines. Et pour lui, il s'est dit que c'est en quelque sorte une nouvelle façon d'enrôler le Congolais. Alors, à combien, justement, sont les Congolais enrôlés? C'est une préoccupation qu'il a soulevée. Hein? Oui, c'est une bonne préoccupation qu'il a soulevée, mais seulement la CENI avait prévu le mécanisme. La CENI n'a pas inventé la roue. La CENI avait déjà prévu le mécanisme d'enrôlement, n'est-ce pas, pour donner à ceux qui n'ont plus leur carte les duplicata. Et la CENI s'est engagée à mettre à la disposition de tous les candidats, de toutes les parties prenantes, des listes de tous les électeurs. Et ces listes seront affichées et chaque électeur sera en mesure de vérifier son nom sur la liste. Seront affichés quand ça? Seront affichés... Parce que c'est aussi l'une des réclamations. Oui, mais ces listes sont en train d'être harmonisées parce que la CENI est en train de mettre les choses en ordre pour que ces listes soient affichées avant les élections pour que chacun puisse retrouver son nom et puisse être en mesure d'aller voter. Et donc, la CENI ne fait pas les choses au hasard. La CENI est tenue par des professionnels, par des experts, et donc ils travaillent pour que les processus soient le plus crédibles possible. Monsieur Eddy, je ne vous rappelle pas que c'est pour la toute première fois que le Congo va aux élections générales. Nous n'avons jamais connu des élections générales. Nous nous limitons à la présidentielle, aux législatives nationales et provinciales. Mais nous n'allons pas au municipal, n'est-ce pas? Et donc, c'est pour la première fois que la RDC sera en mesure d'organiser les élections à tous les niveaux. Et donc, la centrale électorale, la CENI, est à encourager pour abattre ce travail qu'elle est en train de faire jusqu'à nous produire des élections dignes de confiance. Et c'est ce qui sera fait. Et donc, pourquoi vous êtes si confiant alors que, à part, on va dire comme ça, à part le candidat Félix Tshisekedi, presque tous les autres candidats ont pointé du doigt la CENI, mais pourquoi vous êtes si confiant? Bon, Monsieur Eddy, dans ce pays, nous avons la culture de contestation. Cette culture de contestation, de tout contester, même là où c'est blanc, on est capable de dire que c'est noir. Même là où c'est noir, on est capable de dire que c'est rouge. Et donc, cette culture est surtout incarnée par nos opposants, par les politiciens du pays. Et donc, dans tout ce que les politiciens ont semblé reprocher à la CENI, il n'y a aucun d'entre eux qui a relevé un cas palpable, un cas avec preuve. Personne. Supposition, supputation. Tous ont supposé, ils ont suppité, ils ont allégué des choses qu'ils imaginent parce que déjà dans leur tête, ils ne sont pas contents que Kadima soit président de la CENI. Déjà, ils n'aiment pas la personne de Kadima. Et donc, pour eux, la seule personne de Kadima, c'est un obstacle d'atteindre leurs objectifs. Alors que Kadima est là, il est à la tête d'une structure indépendante pour organiser les élections et en toute transparence. Parce que la CENI a même donné la possibilité à tous les candidats de faire les vérifications possibles pour savoir si dans tel ou tel autre centre, il y aurait un problème qui se poserait et qu'il faut améliorer. Et donc, ces concertations, ces cadres de concertation organisés par la CENI, c'est pour encourager tout le monde à aller vers un processus inclusif, un processus apaisé. C'est pour cela. Maintenant, nos politiciens, nos opposants, Martin Fayulu notamment avec Délice Sanga, au lieu d'apporter leur contribution, c'est ça le mal congolais. Le mal congolais, c'est d'être expert en critique. La critique pour critique. La critique sceptique. La critique qui n'apporte pas un plus. Au lieu d'apporter une critique constructive pour essayer d'aider la CENI
à améliorer certaines choses, et sont allés pour insulter, ils sont allés pour accuser, ils sont allés pour dire des choses qui ne sont pas vérifiables. On vous a utilisé donc, parce que vous êtes spécialiste d'observation électorale, s'adresse-t-il à Denis Kadima. Vous connaissez toute la fraude qui en existe en Afrique et vous venez ici pour proposer ces fraudes-là parce que l'imprimante thermique a été utilisée à dessein, que vous saviez que les données et les écritures allaient disparaître, dénonce le président de l'ECD. Ça, ce sont des imputations dommageables. Vous savez, dans un pays normal, quelqu'un comme Martin Fayulu, avec tout ce qu'il se permet de dire dans ce pays, il serait même déjà poursuivi en justice. Parce que ce n'est pas sérieux pour une personne de son rang de se permettre certaines choses, de dire, parce que vous êtes expert en observation électorale, vous avez été expert et que vous connaissez comment les mécanismes de fraude, et donc par ricochet, il déduit, il tire une conclusion que donc votre présence là est pour imposer ces fraudes-là. C'est insensé, c'est illogique. Et vous dites qu'il y a une imputation dommageable. Oui, c'est une imputation dommageable, c'est une insulte qu'il a voulu proférer au président de la CENI. Nous sommes venus ici par politesse. Nous sommes venus ici par politesse. Ce n'est pas ça ce que nous avions demandé. On vous a demandé une réunion entre les candidats présidents de la République et la CENI pour convenir, c'est fixer les règles du jeu. Et vous venez ici comme si vous amenez vos écoliers aux zoos et leur dire, voilà différents animaux qui existent dans le monde. Fait remarquer cette fois-là à Denis Kadima. C'est bien dommage. Il dit qu'ils avaient demandé une réunion avec la centrale électorale, avec la CENI, et qu'il y ait une réunion entre un candidat président de la République avec la CENI. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? C'était une réunion, une concertation. Bon, pour lui, une réunion... je ne sais pas ce que vous voulez de plus. Voilà. Dit, vous nous amenez comme des écoliers. C'est très compliqué parce qu'on l'invite, comme tout le monde, et même le chef de l'État en fonction se pointe en candidat, n'est-ce pas? En candidat, il se pointe là, et chacun prend parole, et chacun émet son point de vue de manière libre, et chacun essaie de faire des propositions. Au lieu de se contenter là, non, il a fait du spectacle. Martin Fayulu ne va pas dans des événements pour essayer d'apporter de bonnes idées. Il va pour faire un spectacle. Vous voyez, tout ce qu'il a fait, c'est pour que ces militants qui vont l'entendre, certains Congolais qui vont l'écouter, puissent dire, voilà, il a parlé, il a bien dit. Non, Martin Fayulu s'est comporté vraiment en militant, pas un responsable politique digne de ces noms. Et il a proféré des choses qui sont inacceptables, qui ne sont pas dignes de son rang. Et dans ces choses, il dit également que le fichier électoral est l'essentiel, la base des élections. Malheureusement, dit Martin Fayulu, c'est lui présenté et corrompu. Il affirme ainsi, car le nombre exact des électeurs n'étant pas connu, vous le savez, le nombre d'électeurs n'étant pas connu, avec toutes les défaillances constatées dans la livraison du duplicata, où certains requérants redeviennent des nouveaux électeurs. Mais écoutez, M. Fayulu, il va de contradiction en contradiction. Là, il dit que le nombre d'électeurs n'est pas connu. Mais dans le même discours, il a dit qu'il va accepter d'aller aux élections avec 40 quelques millions d'électeurs, n'est-ce pas? Dans le même discours. Donc, il dit une chose et son contraire. Ça, c'est très dommage pour nos politiciens. Toujours une chose et son contraire. Et il va dire que le nombre d'électeurs n'est pas connu, alors qu'il l'avance. Alors que la CENI s'est engagée à afficher la liste des électeurs dans chaque centre.
et que chaque électeur aura la Entre-temps, ces listes-là sont déjà consultables dans mais oui, ces listes sont consultables dans les sites ouais. de la CENI. Et donc, Martin Fayoulou est allé pour faire du spectacle et il a profité aussi de la présence de Tshisekedi pour essayer de se mouvoir. De faire le Matu vu. Voilà, il a fait du Matu vu et c'était un spectacle désolant pour les intellectuels. Je pense que s'il est content, s'il est fier de ce qu'il a fait, je pense que c'est très dommage. C'est très dommage parce que pour les intellectuels qui l'ont regardé, ils ont été déçus. Très bien. Allez, on a le plaisir de recevoir sur ce plateau spécial Ferdinand Ilunga. Me voici. Allez, tout le plaisir pour moi de vous retrouver. Merci mon frère, le plaisir est partagé, merci. Bienvenue. Voilà, merci de cette invitation. Voilà. Ça va faire combien? 5 ans déjà? Non, j'étais là en 2020, c'était en 2020. Ah, 2020. Ah oui, pour les consultations, voilà. Nous pointons seulement quand le Congo a des rendez-vous sérieux avec l'histoire, voilà. Les rendez-vous sérieux, on en parle justement, c'est les élections. Voilà. Oui, mais avant de parler d'élections, vous avez quand même pris connaissance de la situation à Malimankoulou. Oui. Les Congolais sont en train de tuer d'autres Congolais. Oui. Merci, cher Eddy, de commencer par cette tragédie, énième tragédie. C'est triste que le Congo, après autant d'années de misère, de souffrance, qu'on trouve encore des Congolais qui versent le sang d'autres Congolais, tout simplement au nom des tribus. Ça, c'est un recul qui n'a pas de nom. Nous sommes des cœurs avec toutes ces familles endeuillées. C'est dommage que le Congo puisse en arriver là, après le combat de Lumumba, de Kimbangu, de Kimpambita, de Tshisekedi Lumumba, pour un Congo uni, fort et prospère, qui est encore des individus attardés, des individus en mal de positionnement politique qui utilisent la naïveté et la misère de certains Congolais. Parce qu'on ne peut pas tomber dans ce piège qui est tendu au pouvoir actuel d'opposer les deux tribus. Parce que depuis que l'UDPS est au pouvoir, depuis que Tshisekedi Lumumba s'en est allé, il n'y a plus de politiciens de l'autre côté. Et donc, ils doivent trouver des chaos. Ils ne peuvent régner. Jamais au monde, je n'ai vu une opposition qui cherche qu'on prolonge les élections. Une opposition qui, souvent, c'est le pouvoir qui traîne les pieds. Ailleurs, partout dans le monde, c'est le pouvoir en place qui prend du temps, qui prend son temps. Qui fait de son mieux pour ne pas justement organiser les élections. Mais ici, on a vu l'opposition crier sur tous les toits, cherchant à tout prix qu'il puisse avoir des glissements de dialogue. Ça montre que nous n'avons plus de politiciens en face et ils utilisent la naïveté de certains d'entre nous. Et tous les Congolais épris de bon sens et de paix ne peuvent pas tomber dans ce piège-là. Il faut éviter, parce qu'aujourd'hui, le piège est simple. Il faut opposer ceux de la tribu, soi-disant tribu du chef de l'État, au reste pour embraser le pays. C'est ça l'intention. C'est l'intention, il est manifeste. Imaginez, le président de la République dispose de tous les leviers pour essayer de défendre, mais il ne peut pas descendre si bas pour être président d'une tribu, d'un camp politique. Et c'est ça le piège. Et d'ailleurs, aucun président ne peut remporter les élections en RDC à partir seulement de sa tribu. De sa tribu. Oui. Et puis, le Congo pour lequel Kimbangu est mort, le Congo de Lumumba, le Congo de Tshisekedi, ce n'est pas le Congo des tribus. Ailleurs, les gens savent que quand on est nombreux et unis, organisés, on est fort. Mais chez nous, nous avons les démons de la division qui nous ont infiltrés jusqu'à l'os et ils savent quel levier actionner pour essayer de créer le chaos. En tout cas, si on va parler candidat par candidat, vous savez bien qu'ils ne font pas le poids, ils n'ont pas de discours, ils ont des problèmes d'histoire, d'identité, de logique. Donc c'est dans leur intérêt de créer le chaos. Mais je pense que la justice de ce pays va une fois pour toutes rendre justice, permettez-moi la tautologie, rendre justice à ces Congolais qui meurent tout simplement à cause de leur nom, à cause de leur tribu. C'est des histoires que 60 ans après l'indépendance, on ne devrait plus vivre. Et donc j'espère que dans notre pays, le pays de Lumumba, de Kimpambita, de Tshisekedi et de Kimbangu, on aura une justice qui puisse dire le droit, mettre hors état de nuire tous ces turiféraires.
tous ces intellectuels moraux, pardon, les auteurs intellectuels de ces crimes qui sont en train de tirer sur la corde tribale, parce que s'ils n'actionnent pas la corde tribale, ils n'ont pas de discours. Il y en a qui ont des problèmes d'identité, il y en a qui ont des problèmes de sécurité, il y en a qui vous disent qu'ils sont arrivés au Congo à telle année, ils ne disent pas avant. Donc il y a des gens qui sont allés, que les impérialistes sont allés chercher pour essayer de revenir, de mettre encore les cordes au cou du Congo. Mais je pense que les Congolais sont désormais matures pour ne pas tomber dans ce piège, que la justice nationale fasse son travail pour qu'il n'y ait plus d'autres Malembankulu. Il y a déjà eu assez de morts. Les élections, hein? Oui, voilà. Les élections. Voilà. Les élections, justement, on était en train d'en parler à travers le cadre de concertation qui a mis ensemble les candidats présidents de la République. Est-ce que vous, des informations que vous avez reçues, vous avez quelque chose à fustiger de cette rencontre? Non, mais c'est déjà... Au regard de tous les déshydratats que ces candidats, justement, ont soulevés. Oui, mais bon, déjà, le fait que cela se passe et que Félix Tshisekedi se plie au jeu, ça montre déjà que nous avons fait un pas. Nous avons vu dans ce pays un candidat, parce qu'il était président sortant, refuser le débat alors qu'il était constitutionnel, le débat contradictoire. Kabila a refusé de débattre avec Bemba. Vous savez que c'était le prétexte. Il dit Bemba est très agressif, il risque de sauter, mais c'est parce qu'il voulait cacher seulement l'incapacité à débattre. Mais il s'est arrogé ce droit en violation de la Constitution qui prévoyait qu'au second tour, les deux candidats puissent débattre, que le peuple entende les arguments, les contre-arguments de chaque candidat. Mais aujourd'hui, c'est un exercice de la CENI, concertation avec tous les candidats, et le chef de l'État a joué le jeu. Je crois qu'il n'y a pas autre leçon d'humilité et de l'amour du Congo. Il n'y a pas qu'humilité, parce que l'humilité, on peut faire semblant, on peut jouer. Là, ce n'était pas le chef de l'État, non, c'était le candidat. Mais il faut être Félix Tshisekedi pour le faire. Oui. Vous avez vu, Martin Fayulu en a profité pour parler, président, etc. Mais donc l'exercice en lui-même, il est louable. Il montre que le Congolais a besoin de maturité, pas de la politique des spectacles. Quant aux revendications, vous avez suivi le président de la CENI et ses collaborateurs, ils ont répondu. Parce qu'il y a beaucoup de subterfuges. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à mobiliser. Depuis 5 ans, il n'y a plus d'opposition dans ce pays. Depuis 5 ans, ils essayent de passer par une certaine élite catholique pour avoir pignon sur rue, mais ça ne marche pas parce que, quels que soient les reproches, quelles que soient les limites et les difficultés de ce pouvoir, il y a l'amour inconditionnel du Congo, il y a la volonté de mieux faire, et il y a surtout la ferme conviction que le Congo de l'intégrité territoriale et de la souveraineté est possible. Alors, devant ce genre de prise de position, dans ce combat d'émancipation, il n'y a pas match de l'autre côté. Il n'y a pas match, hein. Il était en train de parler justement à Kadiata, il était en train de parler de tout ce qui est fait pour que le Congo aille de l'avant. C'est de ça d'ailleurs que Félix Tshisekedi a parlé au cours de son discours sur l'état de la nation. Il a abordé pratiquement tous les secteurs de la vie en République démocratique du Congo. L'un des secteurs était justement le côté de l'insécurité, n'est-ce pas, à l'est de la République démocratique du Congo. Il a dit avoir beaucoup fait pour amener la paix. Voilà, donc Félix Tshisekedi, le président de la République, a fait son 5e discours depuis qu'il est président. Donc c'est le 5e et le dernier pour son premier mandat. Dans ce discours, il a brossé l'état de la nation, au vrai sens du terme. Et donc, concernant la situation sécuritaire, il a dit ce qu'il a fait. Il a engagé plusieurs démarches diplomatiques. D'abord, des leviers diplomatiques ont été engagés pour essayer de retrouver la paix à l'Est, mais aussi des leviers militaires, n'est-ce pas? Félix a décrété l'état de siège pour essayer de contribuer à la lutte contre la criminalité, l'insécurité à l'est du pays. Parce que cet état de siège était salvateur.
hein, il nous a permis de découvrir qui était dans quoi, qui faisait ceci, qui faisait cela. Les différents regroupements voilà. Armés, comme on dit. Absolument. Oui. Et donc, vous avez des notables de l'Est qui se permettent de créer leurs propres milices pour protéger leurs carrés miniers, pour exploiter illégalement et exporter les matières premières. Et puis, vous avez les étrangers, les grandes puissances, par l'entremise du Rwanda, qui viennent semer le chaos pour essayer de faire la même chose et d'exploiter, de piller les ressources. Et alors, donc Félix Tshisekedi est seul contre toutes ces grandes puissances. Oui, mais est-ce qu'il atteint ses objectifs justement, cet objectif qui est de ramener la paix? Oui, j'ai dit Félix Tshisekedi en tant que notre président de la République, mais je sais qu'en agissant, il agit au nom du peuple. Et donc, il est seul dans le sens où il a affaire au monde entier. Parce que le Congo, il n'y a pas un pays qui égale le Congo en termes de ressources naturelles. Il n'y a pas un seul pays au monde. Et Félix, en venant ici, avec sa politique, les grandes puissances ont remarqué qu'ils n'auront plus beaucoup de possibilités, la même mise sur le Congo. Ils n'auront plus la possibilité de prendre ce qu'ils veulent prendre comme ils veulent. Voilà pourquoi ils ont encore créé cette rébellion ou ces terroristes du M23 formés, appuyés par le Rwanda pour semer le chaos afin de profiter, de continuer donc à piller les minéraux congolais. Oui, mais tout à fait. Donc, finalement, est-ce qu'il a atteint l'objectif ou pas? C'est ça le problème. Parce qu'il va aller en campagne bientôt. Il a au moins et parmi les éléments d'attaque qui vont se servir l'opposition, ça sera notamment la paix à l'Est. Félix Tshisekedi a tout mis en jeu. A tout mis en jeu pour arriver à la paix. Mais seulement, comme je viens de vous dire, il a affaire au monde entier, n'est-ce pas, qui est envié des ressources et des richesses du Congo. Mais il a fait ce qu'il devait faire. Il a parlé de la loi de programmation militaire. Oui, il a essayé de stopper l'hémorragie. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de morts à l'Est comme à l'époque. On peut comptabiliser l'époque de Félix, les 3 ans plus. Si vous mettez 2010, 2011, 2013, vous verrez qu'il y avait des millions de morts à l'Est. Et donc, il a stoppé l'hémorragie, il a essayé de bloquer certaines choses, mais il continue à se battre, il n'a pas abandonné. Avec le peuple, il continue à tout faire pour retrouver la paix à l'est du pays. Et donc, ça sera son cheval de bataille pour son deuxième mandat. Il va continuer à fournir des efforts pour que notre peuple retrouve la paix et la quiétude de vivre dans notre pays. Alors, Ferdinand Ilunga, le président de la République est revenu également sur la justice, les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Alors, on disait à l'époque que IDPS, c'est le peuple d'abord. Aujourd'hui, d'aucuns pensent qu'au lieu de parler du peuple d'abord, on parle maintenant aujourd'hui plus de la gratuité de l'enseignement. Ça donne l'impression comme si Félix a travaillé plus pour la gratuité de l'enseignement que le droit de l'homme. Ah, ok. Merci, cher Eddy, pour la question. Mais j'aimerais faire juste un petit mot par rapport à la question de l'Est. Parce que c'est une question épineuse. C'est une question qui n'est pas banale. Les philosophes disent un problème bien posé est à moitié résolu. Ce que j'ai fait souvent des émissions d'éveil patriotique sur les réseaux sociaux. Et j'ai toujours dit, donner cette image, quand toi tu vas à la pêche et que ton logo, ta canne est bloquée quelque part, tu ne peux pas tirer de force. Les plus malins, ils descendent jusqu'en bas pour voir qu'est-ce qui est en train d'accrocher mon hameçon. Et dès que tu sais quoi, tu peux dénouer. C'est justement la même tactique que Félix Tshisekedi a utilisée avec Paul Kagame à l'Est. D'habitude, qu'est-ce qu'on faisait? Les rebelles sont sortis, on va chercher à gauche, à droite, on se bat, et puis après négociation, tous les Nyangalakata de l'Est, on les déverse dans l'armée. Et puis après, pour conséquence, vous avez une armée qui ne peut pas tenir debout, qui ne peut rien faire. Félix Tshisekedi a utilisé la pédagogie de la guerre. Ça veut dire aller d'abord aux sources
on ne peut pas s'attaquer à un épiphénomène qui est les manifestations de tous ces individus-là, parce qu'on sait qu'ils ne peuvent pas acheter des armes, qu'ils n'ont pas la capacité des nuisances pour faire du mal au Grand Congo. Et donc, il a voulu d'abord comprendre qu'est-ce qui se trame. Et aujourd'hui, avec la diplomatie agissante, Paul Kagame, qui était l'homme le plus taiseux, qui ne parlait pas, Paul Kagame est devenu très bavard. Et en diplomatie, quand ton ennemi commence à parler dans tous les sens, c'est que Onyati, comme on dit à Lingala, c'est-à-dire qu'il a... Onyati n'a pas persuka. Voilà. Maintenant, c'est vrai que l'agression n'est pas terminée. Mais Paul Kagame n'a plus les mêmes prétextes. Pour preuve, le soutien militaire des États-Unis, il ne l'a plus. Aujourd'hui, même tous ceux avec qui il pille le Congo, ils ne sont plus aussi complices. Du moins au niveau du langage et de la diplomatie, les choses commencent à bouger. Ça, c'est déjà une victoire qui fait que cette guerre va se terminer de manière définitive et que tout celui qui devra oser plus tard à agresser encore le Congo, il devra alors y réfléchir par 1000 fois. Donc, c'est vrai qu'il y a encore à faire à l'Est, mais le taureau a été pris par les cornes. Est-ce que ce discours à l'aube des élections, allez, on va dire clairement, pendant la campagne, ce discours va convaincre le Congolais, le lecteur congolais? Oui, Ce discours, on dit qu'on n'a pas encore amené la paix, mais quelque chose est fait et que ça finira par s'arrêter. Voilà, non, mais c'est un discours qui convainc. Oui, j'étais au palais du peuple hier. Non, c'est un discours qui convainc parce que si on l'écoute, il était long, c'est vrai, mais si on l'écoute attentivement, on voit la réponse à une question fondamentale. D'où venons-nous, nous, peuple congolais? Aujourd'hui, je peux voir les Fayulu, les Katumbi, l'ingrat national. Katumbi, Kabila l'avait appelé traître, Judas, mais moi je pense que c'était un ingrat naturel, national, parce que c'est grâce à Tshisekedi qu'il est revenu au pays. Mais c'est une autre parenthèse que je ferme tout de suite. Donc on a vu tous ces gens-là se pavaner au Congo, tenir des discours. Aujourd'hui, personne ne peut mourir à cause de ses opinions politiques. Aujourd'hui, personne ne peut être empêché de circuler le Congo parce qu'il est de l'opposition. Ça, c'est une victoire qu'il faut mettre au crédit de Félix Tshisekedi. Et quand je dis d'où nous venons, ça veut dire qu'il y a quelques années, nous n'avons pas la mémoire de poisson rouge, mon frère. Nous savons que dans ce pays, même nous qui venons de la diaspora, il y a des gens qui ne mettaient plus leurs pieds ici au Congo parce qu'ils étaient fichés par la DGM. Mais aujourd'hui, tout cela se passe de manière transparente et le Congolais peut se mouvoir. Donc, ce discours convainc, parce que si nous voyons d'où nous venons, dans ce pays, on a gazé femmes et enfants, même au sein des églises. Même au sein des églises. Rossi Mukendi n'est pas mort à la chasse sur un champ de bataille. Rossi Mukendi est mort un dimanche, avec pancarte à la main. Kapangala est décédé devant une église, à fleur d'âge, avec une fleur à la main. On a vu tout ça dans ce pays. On a parlé des militants ou des adeptes de Bundu Diakongo. On a parlé des charniers de Maluku. On a parlé des Congolais tués à Kananga, les fameux massacres de Kamwina Sapo. On a vu des cadavres qui étaient dans des congélateurs cachés ici à Kinshasa. Et si on peut multiplier cette liste fois 1000. Mais on va dire aujourd'hui que le Congolais juste voilà. Donc c'est-à-dire qu'un Congolais consciencieux, parce que moi j'ai toujours dit, seul un peuple conscient de son histoire peut changer son sort. Dans ce sens que si nous savons d'où nous venons, où nous étions assiégés, où nous étions bâillonnés sur notre propre territoire, nous comprenons que on ne peut pas dire que voilà, tout devrait être fait en 3 ans et que non, ce discours-là convainc parce qu'aujourd'hui, avec le partenariat gagnant-gagnant, les multinationales sont en train de pleurer. Kagame était devenu premier producteur de coltan, de l'or et que sais-je encore. Aujourd'hui, tout ça est en train de s'arrêter. Le Rwanda devra revenir à sa propre expression d'un petit pays pauvre qui n'a que des bétails. Non, je dois finir, cher Eddy. Donc, parce que la question est fondamentale. Est-ce que Tshisekedi a convaincu? Oui, un Congolais qui connaît notre histoire, qui sait d'où nous venons, qui sait combien nous avons souffert, oui, il dit aujourd'hui, on n'a peut-être pas l'eau en abondance, l'électricité, il y a encore des routes à construire, mais nous faisons cela en ayant notre pays en main. Voilà pourquoi Tshisekedi a fini par dire ce que j'ai toujours dit. On va terminer par là. Voilà, merci. On va terminer par là, Kadiata. Kadiata, le président Félix Tshisekedi
a parlé également de la MONUSCO. Hein, et quand il a parlé de cette question de la MONUSCO, j'ai vu l'assistance carrément s'élever, où il dit qu'il est finalement temps que les Congolais prennent son destin en main. En ce qui concerne la MONUSCO, il a parlé également des infrastructures qui ont été reconstruites et réhabilitées. Il y en a aussi à la montée du Congo. Vous avez suivi ces passages également? Oui, le président a mentionné le fait que la MONUSCO, qui avait déjà signé des engagements pour un retrait progressif, n'est-ce pas, doit finalement laisser la sécurité, la charge de la sécurité aux Congolais. Parce que la MONUSCO était venue pour dire nous sommes venus protéger la population, n'est-ce pas? Oui. Mais elle n'a pas assuré sa mission. Sa mission n'a pas été une réussite, ça a été un échec. Parce que nous avons continué à compter des morts. Et donc, le gouvernement congolais avait finalement demandé à ce que la MONUSCO se retire, n'est-ce pas? Pour que notre armée puisse assumer pleinement sa responsabilité de sécuriser le pays et sa population. Et donc, c'est ce qui sera fait. Je pense que c'est depuis 2021 que ce retrait progressif, n'est-ce pas, devrait déjà avoir lieu, mais il y a eu des petits retards. Mais le secrétaire général de l'ONU avait déjà rassuré que ça sera fait bientôt pour que le peuple congolais se prenne en charge pour assurer sa propre sécurité. Et en parlant du bilan de Tshisekedi, pour convaincre de son discours, écoutez, en 3 ans, nous avons eu une loi de programmation. En 3 ans, nous avons eu la gratuité de l'enseignement. En 3 ans, nous avons eu la gratuité de maternité. En 3 ans, nous avons eu les 145 territoires. Oui. Vous voyez, il y a des infrastructures qui ont été construites dans le cadre de ces projets. Et en 3 ans, allez-y, parcourez la ville, parcourez Kinshasa, vous verrez que l'État s'est doté des infrastructures dignes. Voici ce qu'il dit. Il dit ceci, Félix Tshisekedi, en ce qui concerne le secteur énergétique, centrales hydroélectriques et photovoltaïques, l'électrification en milieu rural et périurbain, 49 projets d'électrification rurale, dont 32 ont bénéficié déjà de financement public. Absolument. Et donc, Tshisekedi n'est pas venu blaguer à la tête du pays. C'est un Congolais au vrai sens du terme. Un Congolais avec un grand cœur, avec l'amour de son pays. Tshisekedi aime ce pays, aime tellement ce pays que quand il lui a été proposé de changer de nationalité, quand il vivait en Belgique, il avait refusé. Parce que pour lui, c'était la RDC ou rien. Parce qu'il a de l'amour de ce pays, c'est pourquoi il initie de tels projets qu'on n'a pas vu durant 18 ans de règne de Joseph Kabila, qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu les projets qui peuvent aussi améliorer les conditions de vie de la population. Tshisekedi a mentionné le fait que le salaire de l'enseignant est passé, de 159 669,67 à 408 689,67. C'est un effort énorme dans un pays où il vient au pouvoir sous Covid. Tu sais qu'il est venu au pouvoir sous Covid. Et vous savez, beaucoup de pays, à cause de cette pandémie de Covid, n'ont pas pu réaliser certains projets. Oui, n'ont pas pu réaliser certains projets. Mais la RDC a continué à fonctionner comme si nous étions en temps normal. La RDC en temps de guerre, mais c'est la RDC qui continue à réaliser un budget historique qui n'a jamais été réalisé. Et donc, si vous me dites qu'il y a un président qui a fait ça en 3 ans, il a parlé de plus ou moins 2700 écoles construites. Mais oui, donc s'il y a un président qui a fait ça en 3 ans dans le monde, là, je cesse d'exister. Au niveau de la presse. On n'a quand même pas me dit qu'il faut dire que c'est le miracle congolais. Au niveau de la presse, je reviens sur la presse. Au niveau de la presse, nous avons gagné 30 places dans le classement mondial, n'est-ce pas? Dans le classement mondial de la liberté de la presse.
nous avons gagné 30 places. Et donc vous êtes maintenant libre de dire ce que vous voulez, sans être inquiété, sans être enlevé. Selon Reporters sans Mais oui, frontières. nous avons gagné 30 places. Oui. Et donc, Tshisekedi, c'est quelqu'un qu'il faut soutenir, c'est quelqu'un qu'il faut aimer, c'est quelqu'un pour qui il faut prier. Parce que c'est un Congolais qui a l'amour du Congo et qui se bat pour que son pays se développe. Qui ne se bat pas pour ses propres intérêts. Louga, le président de la République, a également parlé du taux de croissance qui est parti de 1,7% à 6,2% aujourd'hui. Oui, moi je ne m'étendrai pas sur le taux de croissance parce que les Congolais vont vous dire mais on ne le sent pas. Ouais, voilà, on ne le sent pas parce que ils disent que on dirait que c'est virtuel. Voilà le terme. C'est virtuel, mais il n'y a rien d'étonnant en cela parce que vous savez, j'ai vu un Camerounais quelque part. Eux, ils ont un président qui est là depuis plus de 40 ans. Paul Biya, c'est depuis plus de 40 ans qu'il est au pouvoir. Et entre Africains à l'étranger, on sait observer les mouvements des présidents. Les gens disent, mais vous avez un président merveilleux que nous, on aurait voulu avoir au Cameroun pour une année. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que tous les pays africains sont pauvres comme les Occidentaux essaient de le faire. Non, nous sommes riches, mais on a mis à la tête de nos pays des chargés de mission. Vous avez en Côte d'Ivoire Alassane Ouattara, Macky Sall au Sénégal. Bon, notre beau-frère. Des chargés de mission européens. Mais c'est des chargés de mission. Ce qui fait qu'ils ne travaillent pas pour leur pays. Voilà pourquoi, quand nous avons quelqu'un et une équipe qui essaye par tous les moyens, dans des conjonctures difficiles, opposé au reste de l'humanité qui ne veut pas que l'Afrique puisse décoller, c'est déjà en soi une progression économique. Parce que ceux qui travaillent en bourse pour apprécier un pays ou apprécier une entreprise, une multinationale, ils voient les indicateurs de progression. L'économie congolaise progresse. C'est vrai que dans le panier de la ménagère, il y a encore du travail à faire, mais le panier de la ménagère pourra être allégé quand cette économie-là, dans sa croissance, permettra qu'il y ait la création d'emplois. Moi, j'ai dit, quand j'étais à une chaîne concurrente, je ne sais pas quel rapport vous avez avec l'autre chaîne là, qu'au Congo, nous avons tendance à attendre que l'État fasse tout. Non, ce n'est pas le secteur public qui développe un pays. Pourquoi? Parce que le secteur public n'a pas pour vocation l'accroissement du capital. Oui, il y a encore des pays qui sont actionnaires dans les entreprises, mais ce n'est pas la vocation d'un pays, d'un État de faire de l'argent pour de l'argent. J'ai dit, l'État peut même et doit même accepter de perdre de l'argent au profit du social. Que les gens aient de l'électricité sans qu'il y ait retour sur investissement. Tandis que le privé, lui, il a le devoir de rentabiliser retour sur investissement et accroissement de son capital. Donc, que cette croissance permette un climat des affaires apaisé, encourage le secteur privé à innover, qu'on permette à la jeunesse congolaise, à des entrepreneurs étrangers, au même titre que des Congolais, d'avoir la facilité de créer des moyennes, des petites entreprises pour donner du travail aux Congolais. Parce qu'on peut avoir une économie en progression. Mais tant que le Congolais vit de l'économie informelle, des brouillardismes, il ne sait pas de quoi il va vivre le soir, cette économie informelle ne peut pas faire que les gens payent les impôts. Donc, il faut que cette croissance économique puisse s'accompagner de la facilité, qu'on facilite aux gens de créer des emplois. Mais justement, sur cette question-là, créer de l'emploi, il avait dit, ce qu'il dit, on va les juger aussi sur base de cela. Oui. Il avait dit, je ferai des Congolais des millionnaires. Ça veut dire, il allait créer les circonstances qui vont permettre aux jeunes Congolais d'entreprendre. Parce qu'on a évolué dans ces secteurs-là. Est-ce qu'il a dit, dans 1 an, dans 3 ans, j'ai fait du Congo l'Allemagne de l'Afrique? Ah, voilà. Ça veut dire qu'il y a de ces combats pour lesquels on ne peut pas être limité dans le temps. Dans ce sens que faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique, ce n'est pas impossible. Mais quand vous avez des voisins haineux, quand vous avez certains Congolais qui sont mentalement déséquilibrés, qui vont vous créer une guerre, cette guerre de l'Est, c'est une distraction sanguinaire. C'est une manière d'éviter que le Congo s'organise. Pourquoi? Parce que quand vous allez chercher à juguler d'abord la crise
sécuritaires à l'Est, c'est des moyens colossaux, des moyens humains aussi. Donc tout ça va vous permettre de ne pas jeter les jalons de ce développement-là. Mais ça ne veut pas dire que tout n'a pas été fait. Oui, aujourd'hui, on peut dire que c'est en progression. Pourquoi? Parce que créer une entreprise, ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Créer une entreprise, ça demande de l'expertise en amont et de l'évaluation en aval. Et cela, il n'y a personne qui peut empêcher un Congolais, si la bureaucratie, ça il faut aussi qu'on ait le courage de le dire, si la bureaucratie est allégée, s'il n'y a pas encore quelques personnes mal intentionnées avec des antivaleurs au commun à ministère, moi je vais gagner. Voilà. Il y a encore des brebis galeuses dans nos rangs qui font que beaucoup de gens qui viennent pour investir, certains, pas tous, ils tombent sur des personnes véreuses et ils sont empêchés d'investir. Donc l'élan d'investissement est là. La progression économique, elle est là. La sécurité. Mais nous sommes un pays qui sort. Oui, elle doit aussi être relevée, mais nous sommes un pays qui était dans un gouffre. Moi, j'ai toujours dit, quand un enfant, comme on dit, tu ne peux pas commencer à lui administrer les aspirines, je ne sais pas quel autre médicament. Il faut d'abord faire des cérémonies pour le sortir de là où il est. Et comme ça, il peut être guéri. C'est ça le Congo. On le sort d'abord du bourbier avant de lui administrer les médicaments, la dose nécessaire pour son décollage et avec lui toute l'Afrique. Alors on va poser une dernière question à tous les deux voilà. pour terminer cette émission. La question, c'est pas moi qui la pose, hein. C'est Félix Tshisekedi qui l'a posée à tout le Congolais. Est-ce qu'il faudrait faire le choix entre répartir à zéro ou consolider les acquis? C'est ça la question. Quel choix faudrait-il faire? Recommencer à zéro ou alors consolider les acquis? Pourquoi? Vous savez, la question de Félix Tshisekedi est philosophique. C'est une question qui a déjà les éléments de ses réponses à l'intérieur, n'est-ce pas? Ouais. Et donc, le peuple congolais, c'est au peuple congolais de répondre. Vous en faites parce partie, que, hein? oui, moi je suis partisan. J'accompagne la vision du chef de l'État, n'est-ce pas? Je suis avec lui. C'est pourquoi j'ai dit, ici, nous devons voir ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, vous voyez les pas que le Congo a fait en 3 ans. Regardez d'où nous venions et où nous sommes maintenant. Maintenant, si vous choisissez de laisser tomber Félix Tshisekedi aux élections qui viennent ici, donc vous avez décidé que nous puissions oublier les pas qu'on a fait, qu'on recule en arrière. Et donc, il faut faire le choix de conserver les acquis. Avec Félix, il faut aller vers le développement du Congo parce qu'il en a la volonté, il en a les possibilités et vous avez suivi à chaque fois. Vous avez vu le budget proposé par Katumbi, il parle de 116 milliards de dollars de budget. Katumbi est un rêve, est une utopie, c'est ce que je peux vous dire. Katumbi est une utopie qui s'embrouille, qui ne sait pas de quoi il parle. Allez, on va terminer avec vous, Ferdinand Ilunga, avec la même question. Oui, quel est le choix à faire? Oui, voilà. Consolider les acquis ou repartir à zéro? Ce n'est pas ma question, c'est la question de Félix Tshisekedi. Voilà, je sais qu'à la télévision, le temps est plus que précieux, mais je crois que c'est une question qui mériterait tout un livre, hein, parce qu'il faut d'abord mettre le contexte du Congo, mettre pourquoi il faut faire ce choix cornélien entre les acquis et retour en arrière. Et puis si on met les mots dans leur contexte, on trouve que le choix est simple. Les Français disent le voyage de 1000 km commence par un pas. Mais ce que Monimona, qu'il fait un pas, et puis Lobby, il fait 2 pas en arrière, c'est que cet enfant a un problème, il faut l'amener au soin intensif. Allez, on va terminer. Ça veut dire, non, il faut que je conclue, voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, revenir en arrière, c'est quoi? Ça veut dire les tueries de masse, la gabegie financière, l'insécurité sur tout l'étendue du territoire. Ça veut dire Katumbi en exil, ça veut dire que Bemba en prison, ça veut dire qu'un climat où le Congolais n'est plus maître de son destin. Avancer avec ce pas, ça veut dire consolider aujourd'hui, tu vois, autour de Félix Tshisekedi, il y a
soi-disant les poids lourds de la politique congolaise, au moins ceux qui ont choisi le camp de la patrie. Donc nous devons choisir le camp de la patrie incarné par Félix Tshisekedi pour que dans les 5 prochaines années, le Congo soit définitivement maître de son destin, artisan de sa destinée. Allez, je vous ai pressé parce qu'on doit terminer l'émission. Malheureusement. Merci beaucoup, Kadiata. Tout le plaisir était pour nous de vous recevoir. Merci, monsieur. Merci également. Vous voulez dire? Bon, je voudrais te présenter mon livre. Oui, oui. Voilà, c'est la thèse de mon doctorat sur sciences des religions et anthropologie théologale. Oui. Si tu veux, un jour, on voudra faire une émission juste pour la que... sotériologie d'Adolphe Guettier comme herméneutique anthropologique. Voilà. Fondement d'une Ça, théologie de la responsabilité. Voilà. C'est tout un programme scientifique qu'il faudra que on ait une émission pour en parler. Merci beaucoup. Il y a une émission ici, entretien. Voilà. On pense qu'on pourrait toujours échanger. Voilà. Allez, fin de ces plateaux spéciaux. Je rappelle que Félix Tshisekedi a dit la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire est une réussite incontournable. C'est par là que nous mettons un point final à plateau spécial cette semaine. Prochain rendez-vous, c'est pour le lundi prochain, en direct 10h. D'ici là, restez bénis du programme de Univers Télévision.